Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Wetumpka est une petite ville paisible située dans le comté d'Elmore, à environ 20 km au nord de Montgomery, la capitale de l'Alabama. Avec ses quelques 8000 habitants, cette toute petite ville offre un cadre de vie paisible au bord de la rivière Coosa. Surnommée la ville de Big Fish en référence au film de Tim Burton tourné à cet endroit en 2003, la ville doit son nom à la langue creek signifiant eau brumeuse. Ces eaux brumeuses attirent aujourd'hui les amateurs de kayak et de sports nautiques. Wetumpka est une destination prisée par les amateurs de plein air. C'est une si petite ville et si rurale et si calme que j'ai pas grand chose à te dire à son sujet. Elle est charmante, elle est paisible, bienvenue dans la campagne de l'Alabama. Côté nourriture, on est dans le sud des États-Unis, la tradition c'est donc le barbecue. En Alabama, on accompagne la viande de la fameuse sauce blanche de l'Alabama, une base de mayonnaise et de vinaigre de cidre de pomme, et les variantes moutarde, sucre, miel, ail, poudre d'oignon et beaucoup de poivre noir. Ça donne l'eau à la bouche. Et si on n'est pas trop fan de barbecue, on peut bien sûr partir sur le célèbre poulet frit accompagné de légumes verts. Côté criminalité, Wetumpka est bien en dessous de la moyenne nationale. En 2015, l'année de notre affaire, le taux de criminalité est 45% plus bas que la moyenne nationale. On est clairement dans une petite communauté tranquille. Les habitants laissent leurs portes déverrouillées, ils connaissent leurs voisins et les enfants jouent librement dans les rues. Et c'est d'autant plus vrai à Waterview Drive, là où on se rend ce soir. C'est une allée privée, paisible, une rue résidentielle entre la route principale et la rivière. Tout semble idyllique. Mais derrière les huis clos d'une de ces maisons, à Waterview Drive, l'une des affaires les plus troublantes de l'Alabama rural va se jouer. Avant de plonger dans cette histoire, il faut savoir que notre affaire commence au printemps de l'année 2015, les températures sont douces, autour de 25 degrés, entre Wetumpka et Holtville à Waterview Drive, dans une jolie maison typique du sud, résident Evan, sa mère Suzanne et son nouveau compagnon Jerry. Suzanne Lynn Osborne a 43 ans au moment des faits. Elle naît le 22 août 1972, on ne sait pas grand-chose sur son enfance ou son adolescence, on sait qu'elle a deux frères, Brian et Jason, et une sœur, Nancy. On sait aussi que tous les trois ont une enfance plutôt normale, ils grandissent dans un foyer moyen mais confortable avec leurs deux parents. Suzanne s'entend très bien avec toute sa fratrie, avec Jason, avec Brian et sa femme Missy, et avec sa sœur Nancy. Elle s'entend aussi très bien avec leur mère Linda. Originaire du Michigan, Suzanne déménage dans l'Alabama en 2005, après son mariage avec le père de son fils aîné, Evan. Evan a toujours vécu avec sa mère. Il naît le 25 juin 2002, et au moment de l'affaire, c'est un adolescent de 14 ans. Il est sociable, il est intelligent, il est décrit par ses camarades comme vif et plutôt sociable, même s'il est un peu timide. Il est le portrait craché de sa mère, il est tout aussi gentil et enthousiaste qu'elle. Passionné de sciences et membre du club d'échecs de son collège, Evan est un très bon élève et il est promis à un bel avenir. En revanche, il a des problèmes de santé. Alors je ne sais pas exactement lesquels, mais je sais qu'il doit se rendre assez fréquemment chez le médecin pour obtenir des ordonnances pour ses médicaments. Revenons maintenant à Suzanne. Alors malheureusement, après quelques années, son mariage avec le père d'Evan va battre de l'aile. Il divorce. Elle ne revient pas auprès de sa famille, elle reste vivre en Alabama, elle reconstruit sa vie, elle travaille, elle trouve une maison pour elle et pour Evan. Suzanne, c'est une femme indépendante, une mère dévouée, et après quelque temps, elle rencontre un autre homme avec qui elle se met en couple. Ensemble, ils auront une fille, Anna Grace, qui aura 10 ans au moment des faits. Malheureusement, cette relation aussi finit par se dégrader et le couple se sépare en 2009. La pauvre Suzanne va ensuite batailler pendant des années pour obtenir la garde de sa fille. Et comme un éclair dans le brouillard, à cette époque, Holly Morris emménage en face de chez Suzanne. Les deux femmes deviennent amies instantanément, toutes les deux célibataires, elles sont très proches et elles se soutiennent au quotidien. Au fil des années, l'amitié des deux femmes va s'intensifier, elles deviennent meilleures amies. À l'été 2013, après avoir pris un peu de temps pour se concentrer sur elle et sur ses enfants, Suzanne fait la rencontre de Jerry. Ce jour-là, Evan et Suzanne passent la journée à pêcher. La pêche, c'est leur grande passion. Ils y passent beaucoup de temps et ils font même leurs appâts eux-mêmes. Jerry se trouve aussi au bord du lac ce jour-là. Suzanne et lui vont échanger quelques mots et puis ils ne vont plus se lâcher. Jerry est un ancien militaire de l'armée de l'air. Il quitte l'armée et il travaille maintenant comme opérateur du 911 sur une base militaire du coin.
Suzanne tombe sous son charme, elle pense avoir trouvé le partenaire idéal. Jerry est l'homme stable dont elle rêve pour elle et pour son fils. Elle le décrit à Holly comme généreux, attentionné et gentil. Tout se passe tellement bien entre eux que Suzanne et Evan vont emménager chez Jerry à Waterview Drive, dans sa maison sur les rives du fleuve Coosa. Pour des amateurs de pêche, il n'y a pas meilleure situation, c'est seulement à 25 minutes de route. En janvier 2014, environ 6 mois après leur rencontre, Suzanne et Jerry se marient discrètement et même un peu en secret. Ils préviennent leur famille et leurs amis, y compris Holly, seulement après la cérémonie. Il y a des couples comme ça, ils ont envie d'un tout petit mariage, en tout petit comité, voire même d'un mariage complètement secret. Les proches vont être quand même déçus de ne pas avoir été impliqués. Au quotidien, Jerry s'investit auprès d'Evan. Il l'emmène pêcher, il l'aide à faire ses devoirs. Cette union entre Suzanne et Jerry paraît vraiment idyllique et la vie à Wetumpka semble prometteuse. Suzanne, Jerry, Evan et leurs 2 chiens Sugar et Schnook semblent couler des jours heureux au bord de leur rivière. En mai 2017, au début du mois, un événement va venir ternir ce bonheur. Holly doit déménager, son fiancé est garde-côte et il est muté à Key West, en Floride. Holly doit faire ses bagages et partir très loin, c'est à 14 heures de voiture de Wetumpka. Mais les 2 amies restent en contact, elles continuent à échanger très régulièrement, elles s'appellent quasiment tous les jours. Et s'il leur arrive de manquer un jour ici et là, elles ne s'appellent pas mais elles s'envoient au moins des messages. Il est temps maintenant d'organiser un petit voyage. Suzanne et Evan vont bientôt rendre visite à Holly en Floride. Holly va se marier et Suzanne est sa demoiselle d'honneur. La suite du mois de mai se déroule tout à fait normalement. Evan retourne à l'école, Suzanne vit sa vie de son côté et elle parle tous les jours à sa meilleure amie Holly. Le 28 mai, les 2 femmes s'appellent. Le lendemain, le 29, elles s'envoient des SMS, elles se racontent leur journée, leurs pensées, des échanges habituels, rien d'extraordinaire. Le 30 mai, Holly envoie un message à Suzanne, elle lui dit « Coucou, ça va ?» et Suzanne ne répond pas. Holly se dit qu'elle doit être occupée, mais quand le soir venu, elle n'a toujours aucune nouvelle, elle essaie cette fois d'appeler. Rien, personne ne répond. Elle continue d'appeler pendant les semaines suivantes sur le portable de Suzanne, sur le portable de son fils, Evan, et personne ne répond. Et pire encore, après quelques jours, les portables semblent être éteints. La famille de Suzanne tente aussi de les contacter, mais tout comme pour Holly, ils n'ont pas de réponse. Et personne ne sait comment joindre Jerry. Le 30 mai, Anna, la fille de Suzanne, qui vit avec son père, elle passe à la maison de Waterview avec sa grand-mère paternelle. Elle veut voir son frère, il a une opération prévue le lendemain, et elle a quelque chose à lui donner. Mais Jerry va arrêter la jeune fille et sa grand-mère à la porte. Il est en sueur, il leur dit qu'elles ne peuvent pas rentrer, c'est le bordel dans la maison. Et puis en plus, Suzanne l'a quitté. Le lendemain, Evan ne se présente pas à son rendez-vous médical pour son opération. Le temps passe et personne ne parvient à contacter ni Suzanne ni Evan. Linda envoie une lettre à sa fille, donc à Suzanne, et c'est quand la lettre lui revient qu'elle commence à paniquer. Ce silence radio ne présage rien de bon. Suzanne n'aurait jamais passé plus de 2 jours sans appeler ou envoyer de messages à Holly, sa meilleure amie, ou plus d'1 semaine sans voir sa fille Anna, ou plus d'1 mois sans contacter sa mère. Où sont Evan et Suzanne? Le 28 juillet, soit 60 jours après qu'ils aient été vus pour la dernière fois, Suzanne et Evan sont officiellement déclarés disparus. L'enquête commence par une vérification de bien-être. Le bureau du shérif du comté d'Elmore se rend à Waterview Drive et on est quand même 2 mois après la dernière apparition avérée de Suzanne et Evan. Quand le capitaine Chris Ogden et le lieutenant Troy Evans arrivent au domicile de la famille, ils sont accueillis par Jerry qui leur annonce qu'il n'a pas beaucoup de temps, c'est son jour de ménage, il est très occupé. Voilà, décidément, la maison en bordel, c'est un thème récurrent, on dirait. Ou alors le mec, il passe sa vie à faire le ménage. Quand on lui demande où sont Suzanne et Evan, Jerry prend un air bien triste, bien dégoûté. Il raconte que 2 mois auparavant, Suzanne et lui se disputent et elle le quitte. Et il s'en rappelle très bien, c'était le jour de Memorial Day. Memorial Day aux États-Unis, c'est un jour férié en mémoire aux militaires qui sont morts pour la patrie. Et ça tombe toujours le dernier lundi du mois de mai. Donc ce jour-là, Suzanne quitte Jerry et elle emmène avec elle son fils Evan. Un homme qu'elle rencontre sur internet les attend devant la maison à bord d'un camion. Ils partent pour la région de Birmingham, toujours en Alabama. Jerry va décrire l'homme en question, c'est un grand brun, il a une barbe, il fait environ 1,80 m et il porte des lunettes de soleil ce jour-là.
Jerry raconte que Suzanne et Evan partent d'abord sans valise, juste avec les vêtements qu'ils portent sur eux, et ils disent à Jerry qu'ils reviendront plus tard pour prendre leurs affaires et récupérer des meubles dans la maison au passage. Mais personne n'aura de nouvelles, et ce pendant 2 mois. Les enquêteurs examinent les relevés téléphoniques et bancaires de Suzanne et Evan. Il n'y a absolument aucune activité qui est détectée. 2 mois, c'est quand même très long. Les passeports ne sont pas utilisés non plus, et surtout ça ne ressemble pas à Suzanne de disparaître sans donner de nouvelles, ni à sa famille, ni à Holly, et encore moins de laisser sa fille Anna derrière elle, fille pour laquelle elle s'est quand même battue pour obtenir la garde. Intrigués par cette histoire, le capitaine Ogden et le lieutenant Evans demandent un mandat pour revenir perquisitionner la maison. Ils remarquent que la voiture de Suzanne est toujours garée dans l'allée. Les 2 chiens de la famille, Sugar et Schnook, ne sont pas là non plus. Il n'y a pas non plus d'affaires qui appartiennent à Suzanne ou à Evan à l'intérieur de la maison. C'est comme s'ils n'avaient jamais habité là. Les enquêteurs vont retracer les derniers jours où Suzanne et Evan sont vus pour la dernière fois. Le vendredi 26 mai, Suzanne rend visite à Anna chez son père. Plus tard dans la journée, elle appelle sa meilleure amie, Holly, pour lui dire qu'elle a un courrier pour elle à son nom. Depuis le déménagement, Holly reçoit du courrier dans son ancienne maison. Et donc c'est Suzanne qui le récupère et elle compte lui envoyer la semaine suivante. Evan n'est pas à l'école ce jour-là, il est souffrant. Le dimanche 28 mai, Suzanne et Holly s'appellent, elles discutent de tout, de rien, elles se racontent leur journée, et c'est la dernière fois qu'Holly entendra la voix de Suzanne. Le lundi 29 mai 2017, le jour de Memorial Day, Suzanne et Holly discutent par SMS l'après-midi. Encore une fois, rien ne semble sortir de l'ordinaire, mais c'est le dernier contact connu avec Suzanne. Après ça, il n'y a plus aucune activité sur son téléphone, ni sur celui d'Evan. Jerry raconte que ce jour-là, Suzanne et lui se disputent, c'est là que Suzanne et Evan partent avec le nouveau mec de Suzanne. Jerry est dépité, il va chez ses parents, il passe la journée avec eux, et il rentre tard dans la nuit. Les parents de Jerry vont confirmer qu'il passe bien la journée avec eux, mais il va y avoir une divergence sur ses horaires. Jerry devient très clairement une personne d'intérêt, mais est-ce qu'il a le profil d'un double meurtrier? Et si c'est en effet un double meurtre, quel serait le mobile? On ne sait pas vraiment grand-chose sur Jerry Michael Osborne, on sait que c'est un vétéran de l'armée, il sait donc se battre, il est témoin de violence et comme beaucoup, il en garde des séquelles. Il souffre de stress post-traumatique. Apparemment, ce sont des incidents de violence et d'insubordination qui vont conduire à sa démission forcée de l'armée. Ses anciens collègues le décrivent comme un homme explosif et obsédé par le contrôle. Et tout de suite, ça sent pas bon. Mais Suzanne, elle semble heureuse de sa relation avec Jerry. Elle pense avoir trouvé le partenaire idéal, mais là encore, après une période de lune de miel, Jerry va révéler un visage beaucoup moins doux et beaucoup moins avenant. Il devient de plus en plus contrôlant. Dès leur mariage, Suzanne arrête de travailler. Jerry lui dit qu'elle devrait rester à la maison, s'occuper des enfants, de la maison, des chiens, de lui, bien sûr. Il gagne assez d'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et aussi, petit à petit, Suzanne va s'éloigner de sa famille à elle. Elle les appelle de moins en moins, elle leur envoie très peu de messages, et ils en apprennent la raison plus tard. Jerry lit tous les messages de sa femme. Il écoute toutes ses conversations. Il lui demande de mettre le haut-parleur systématiquement pour avoir les deux côtés d'une conversation téléphonique. Le mec est en plus parano. Alors apparemment, c'est très fréquent chez les vétérans. Environ 1 an avant la disparition de Suzanne et Evan, Jerry décide de mettre le bateau de Suzanne en vente. C'est un bateau que Suzanne adore. Elle passe son temps libre à le retaper, elle y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et c'est l'outil parfait pour des fans de pêche. Mais Jerry décide de le vendre. Il le liste sur Craigslist, complètement à l'insu de Suzanne. En janvier 2016, Suzanne, Evan et Jerry rendent visite à la famille de Suzanne. C'est une des rares fois où Jerry voit la famille de sa femme. Le père de Suzanne est très malade et elle va lui dire au revoir en réalité. Les trois devaient rester quelques jours, voire une semaine. Suzanne prévoit avec ses frères et sœurs d'aller faire de la pêche sur glace, la passion de toute la famille. Mais le jour du rendez-vous, Suzanne, Evan et Jerry ne se présentent pas. Suzanne envoie juste un SMS disant que Jerry, Evan et elle sont sur le chemin du retour vers l'Alabama. Ils sont partis plus tôt et ils ont loupé l'activité pêche. C'est quand même assez bizarre, surtout que Suzanne a à peine dit au revoir à son père qui est mourant. Et à sa mort, le père de Suzanne lui lègue de l'argent. Et là, il va se passer un truc incroyable. Jerry ordonne à Suzanne de refuser cet héritage. Selon lui, il peut prendre soin de sa famille sans cette aide. L'argent est mis de côté sur un compte en banque auquel Evan et Anna auront accès
à leur majorité. Mais c'est quand même étrange cette histoire. Alors certes, il peut subvenir aux besoins de sa famille, tant mieux pour lui, mais ça n'empêche pas que Suzanne, qu'elle puisse avoir de la thune à son nom, quoi. Holly raconte aussi qu'elle remarque que dans les derniers temps où elle habite toujours en Alabama, Suzanne lui met de plus en plus de plans. Normalement, quand elle prévoit de se voir, elle se voit, mais ces derniers temps, Suzanne annule plusieurs rendez-vous et à la dernière minute. Et ça ne lui ressemble pas de faire ça. Jerry ne laisse jamais rien paraître publiquement du contrôle qu'il exerce sur Suzanne. Et Suzanne, elle est assez discrète sur le sujet. Par contre, la chose qu'elle va raconter à son amie Holly, c'est que Jerry lui ment. En septembre 2016, par exemple, Jerry disparaît pendant plusieurs jours. Suzanne est morte d'inquiétude. Il raconte qu'il part enquêter sur le père et la grand-mère d'Anna pour aider Suzanne dans sa bataille pour obtenir la garde de sa fille. Mais pendant plusieurs jours, Suzanne n'aura aucune nouvelle. Elle en arrive même à signaler sa disparition à la police. Enfin, ça va très loin cette histoire. Comme elle ne parvient pas à joindre Jerry, elle vérifie leur compte Verizon. Verizon, c'est un opérateur mobile, internet, TV, etc. Et Suzanne va découvrir que plusieurs appels sont passés tout au long de la nuit, dont 2 appels vers Yellow Cab. Et Jerry va réapparaître en quelque sorte 12 heures plus tard, un peu comme une fleur. Il envoie une photo de l'allée de la maison de la grand-mère d'Anna à Suzanne. Genre, regarde, je suis bien sur la mission dont je t'ai parlé, sur mon enquête. Alors déjà, qui envoie une photo pour prouver sa localisation? C'est quand même chelou cette histoire. Suzanne, évidemment, elle doute, elle sait qu'il ment. Quelques jours après tout ça, elle envoie un email à Holly, oui, un email, et tu vas comprendre pourquoi. Holly dira qu'elle pense que Jerry fouille sans cesse le téléphone portable de Suzanne, et les emails, en fait, c'est le seul moyen qu'elle a pour parler en privé. Dans cet email, Suzanne raconte les événements des 2 derniers jours. Elle dit qu'elle sait que l'histoire de l'enquête pour sa fille, c'est du mytho. Elle sait que Jerry a rencontré une autre femme, et elle s'appelle Brittany. Jerry passe la nuit dans un hôtel, il retrouve cette Brittany apparemment, ils prennent un taxi, le fameux appel à la société Yellow Cab, ils vont dans un club de striptease et puis ils retournent à l'hôtel. Donc 2 appels à la société Yellow Cab pour prendre un taxi. C'est hyper classe quand même ce date. Est-ce que tu irais dans un club de striptease avec ton amant? Suzanne voit les SMS qu'il s'envoie et elle les envoie même au petit ami de Brittany. Holly lui dit que les comportements de Jerry l'inquiètent et elle encourage Suzanne à partir. Elle propose que Suzanne et les enfants viennent vivre avec elle pendant un moment en Floride, le temps d'y voir plus clair. Et d'ailleurs, en y repensant, ce n'est pas la seule fois que Holly fait part à Suzanne de ses inquiétudes et de ses craintes quant au comportement de Jerry. 6 mois auparavant, les 2 femmes ont une conversation similaire au sujet de Jerry et de l'éventuel danger qu'il représente pour Suzanne et pour Evan. Et là, plot twist, de malade, attache ta ceinture. En janvier, Suzanne envoie un email à Holly. Elle aborde un sujet dont elle ne peut pas parler par SMS. Elle vient de découvrir un terrible secret. Elle tombe sur des messages entre Jerry et d'autres hommes. Et en fouillant un peu, elle trouve aussi un profil sur un site d'escorte gay, Boyscourt. Ce profil semble appartenir à Jerry, et sur ce profil, il pose en sous-vêtements, il est en string, dos à la caméra, on voit pas son visage. La description dit « Salut les mecs, je m'appelle Jay », désolé, je trouve ça très drôle. « Salut les mecs, je m'appelle Jay, je cherche un gentleman mature et généreux avec qui passer du temps. Vous avez eu une dure journée ?» Pardon. Vous avez une dure journée, détendez-vous avec moi, laissez-moi détendre vos muscles tendus. Votre satisfaction sera garantie à chaque fois. Bon, c'est quand même un service payant, hein, escorte. Votre jouet sexy vous attend, 1m80, 81 kg, cheveux bruns, les yeux verts. Pardon, mais c'est quand même drôle. Suzanne reconnaît Jerry à ses tatouages et le numéro de téléphone indiqué sur ce profil, c'est celui de son mari Jerry. Elle envoie des captures d'écran, des messages et le lien vers le profil à son amie Holly. Faut toujours prévenir les copines, les meufs, d'accord? On sait jamais si un jour tu disparais. Suzanne essaie de se rassurer, peut-être que c'est ancien, et c'est vrai que cette page, elle date du mois d'août 2011. Jerry vit à ce moment-là dans le Colorado, il est encore dans l'armée, et surtout, ils ne sont pas mariés. Mais malheureusement, en regardant les messages de plus près, les dates la font grincer des dents. Certains messages sont récents, et même très récents. Et puis Suzanne y repense. Il y a quelques mois, Jerry s'est mis à travailler beaucoup plus, il est de plus en plus souvent absent. Et je crois que escorte mec, gay, ça rapporte beaucoup d'argent, non? C'est peut-être pour ça qu'il avait pas besoin qu'elle travaille, en fait. La famille n'a pas besoin de plus d'argent. Il gagne très bien sa vie, le mec, apparemment. Un jour, pendant l'une de ses journées de travail supplémentaires, Suzanne cherche à joindre Jerry qui ne répond pas sur son portable. Qu'est-ce qu'elle fait?
bah, elle appelle son boulot. Et on lui dit que Jerry ne travaille pas ce jour-là. Et après ça, à chaque fois que Jerry dit partir pour des journées de travail supplémentaires, des heures sup, Suzanne appelle au travail et immanquablement, on lui dit que Jerry n'est pas sur le planning ce jour-là. Il ment à sa femme pour aller se taper des mecs, le mec. Suzanne dit à Holly qu'elle veut divorcer, mais ça va lui prendre du temps, et comme elle ne travaille plus depuis son mariage avec Jerry, elle n'a même pas un rond de côté. Il faut qu'elle trouve un travail, qu'elle amasse de l'argent au plus vite. Et ça va lui prendre du temps, parce qu'avec les enfants, il faut qu'elle puisse payer une assurance, elle a une voiture, il faut une maison. Holly lui propose déjà à ce moment-là de venir habiter chez elle, le temps de rebondir. Après cet échange, Suzanne décide de faire chambre à part, et après quelques jours à dormir seule, Jerry l'interroge. Pourquoi tu veux plus dormir avec moi? Suzanne veut le confronter, mais elle a peur de sa réaction. Et elle veut savoir s'il la trompe, si ces histoires datent d'avant leur rencontre, avant leur mariage, mais elle n'ose pas. Et puis elle va finir par poser quelques questions sur des noms, sur des dates, sur certains messages. Jerry va faire l'innocent. Il lui dit bah c'est du n'importe quoi tout ça, bien sûr que non, je ne te trompe pas, en plus avec des mecs, moi un homme marié avec une femme, non. Le couple n'explose pas, mais Jerry devient encore plus contrôlant. Holly et Suzanne ont l'habitude de se faire des sorties toutes les deux, par exemple. Elles vont ciné, resto, parfois chez le coiffeur, elles se baladent ensemble. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette confrontation, Suzanne n'a plus le droit de se rendre nulle part toute seule. Jerry la dépose et il vient la chercher. Il la surveille constamment. Et Holly, elle trouve ça hyper étrange, surtout que Suzanne lui avoue que Jerry et elle se sont réconciliés et que ça va mieux, entre eux ça va aller. Elle l'aime, elle ne veut pas le quitter. Quand les enquêteurs viennent plus tard interroger Holly sur la disparition de son ami, ils mentionnent l'homme brun à barbe avec qui Suzanne et Evan seraient partis en camion, le fameux nouveau compagnon dont parle Jerry. Et ça aussi, Holly trouve que c'est très étrange. Elle en est sûre, si Suzanne avait une liaison ou si elle avait rencontré un homme, Holly aurait été la première personne au courant. Elles sont meilleures amies, elles se racontent tout. La meuf lui a quand même dit mon mari est escorte, quoi. Suzanne ne lui mentionne pas de rencontre, et son historique internet ne révèle aucune communication avec un homme de Floride. Et d'ailleurs, Jerry sert au fil des mois plusieurs versions concernant cet homme. Une fois, il dit qu'il débarque à bord d'un camion, finalement c'est à bord d'une Nexus argentée, il dit à un moment qu'il ne connaît pas l'homme en question, et puis une autre fois, il dit qu'en fait il s'agit de Brian, le frère de Suzanne. Jerry est de plus en plus suspect, et les enquêteurs retournent chez lui, et une théorie commence à se dessiner. Suzanne et Evan ne sont pas partis de leur plein gré, ils n'ont pas disparu d'eux-mêmes sans laisser de traces. La raison de leur disparition semble bien plus macabre. Heureusement, pour les avancées de l'enquête, les voisins vont commencer à parler. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2017, le soir après Memorial Day, plusieurs voisins de Waterview Drive rapportent avoir entendu des coups de feu. Le lendemain, une voisine croise Jerry, et en général, Jerry, il est pas très bavard, mais il lui fait un signe de la main, il s'approche d'elle et de son chien, il lui raconte que Suzanne et Evan sont à l'intérieur, les pauvres, ils sont malades, ils souffrent d'une angine streptococque. La voisine trouve cet échange bizarre. Elle raconte qu'avant ça, elle n'avait jamais parlé à Jerry. D'autres voisins rapportent aussi avoir vu Jerry brûler de nombreux objets dans son jardin le 30 mai. Ils décrivent des feux assez grands et surtout très vifs. Un voisin raconte qu'il sent la chaleur du feu dans son jardin pendant des jours. Il parle d'une fumée épaisse et lourde qui s'en dégage. Mais personne ne parle d'une odeur étrange. Jerry et son père, qui le rejoint le matin, vont démarrer des feux pour brûler on ne sait quoi. Et ensuite, ils partent chez les parents de Jerry. Quand Jerry revient seul le soir chez lui, c'est là qu'il dit que Suzanne est revenue à la maison récupérer des affaires, des vêtements et aussi quelques meubles. Il dit qu'elle laisse la voiture dans l'allée parce que ce n'est pas celle de Suzanne, bien qu'elle soit à son nom. C'est celle de Jerry, c'est lui qui l'a payée. Jerry raconte aussi qu'en passant, en revenant chercher des affaires, Suzanne écrit des horreurs à la peinture sur les murs, des messages d'insultes qui lui sont destinés. Mais encore une fois, Jerry va donner plusieurs versions pour cet élément. Un coup, il dit que Suzanne écrit ses insultes à la peinture rouge, un coup, il dit que la peinture est noire, maintenant, en fin de compte, elle est bleue, puis de toute façon, il n'y a aucune bombe de spray ou aucun pot de peinture qui est retrouvé à l'intérieur de la maison, donc ça sent le mensonge. Et d'ailleurs, aucune peinture au mur n'est retrouvée non plus. Et ça, ce serait expliqué par le fait qu'à la minute où Suzanne met le pied hors de la maison, Jerry se transforme en expert bricoleur, peintre, rénovateur de maison. Il se lance dans un chantier de rénovation incroyable. Suzanne écrit des vulgarités sur les murs et sur les sols, donc il est obligé de absolument tout refaire. C'est logique. Évidemment, il n'a aucune photo des prétendus dégâts, et de toute façon, ses parents n'aiment pas la déco de Suzanne, donc tout le monde est content.
Jerry commence par retirer le parquet, il paie un prestataire pour refaire la moquette et apparemment, il bénéficie d'une remise s'il enlève lui-même le sol. Donc Zama, tu lui as facilité le travail. Les enquêteurs vérifient avec l'entreprise en question et c'est absolument faux. Une telle réduction n'existe pas. Il facture un forfait unique, peu importe ce qui a été fait avant l'installation. Tout l'ancien parquet de la maison est remplacé par une nouvelle moquette à peine 2 mois après les disparitions. Les murs aussi sont repeints, et la carte de crédit de Jerry montre qu'il achète de la peinture quelques jours seulement après les supposés départs volontaires de Suzanne et Evan. Jerry sera placé en filature pendant un temps, il est vu en train d'utiliser des bennes à ordures sur la base aérienne de Maxwell où il travaille en tant que civil. Il dit que c'est lié aux travaux de la maison bien sûr. On ne connaît pas le contenu de ce qu'il jette dans ces bennes, loin de son domicile et de façon hyper suspecte, et dans toute cette rénovation, Jerry va même changer de système de surveillance. Il remplace toutes les anciennes caméras et tout le matériel autour de la maison. Celui-là même qui, s'il avait fonctionné le jour de Memorial Day, aurait été le seul témoin visuel de ce qui se passe dans la maison ce jour-là. Malheureusement pour l'enquête, ces éléments seront détruits. Et détail glauque et surtout très triste, les 2 chiens de la famille, Sugar et Schnook, sont portés disparus dans les jours suivant le début de l'enquête. Et ils seront retrouvés le 12 juin. Ils sont retrouvés dans un refuge. Il s'avère que quelques semaines après la disparition de Suzanne et Evan, Jerry les dépose à la SPA, enfin il les jette quoi. Et en les déposant, il va même se tromper de prénom pour l'un des chiens, lapsus révélateur, au lieu de l'appeler Sugar, il va dire Suzanne. Bon, j'espère quand même qu'on va aller discuter avec le mec de la SPA pour avoir plus d'infos, sait-on jamais. Là, ça commence à faire beaucoup de circonstances incriminantes pour Jerry. Une nouvelle perquisition de la maison est ordonnée, une perquisition très minutieuse cette fois. La maison est passée au luminol. Les enquêteurs vont faire une découverte horrible. Le bureau du shérif du comté d'Elkhart découvre environ 20 traces de sang dans la cuisine, dans la buanderie et aussi dans une des salles de bain. Ces traces de sang ont été nettoyées à la javel et elles laissent penser à de très sérieuses blessures. L'ADN est prélevé et analysé, il correspond au sang de Suzanne et d'Evan. Malgré les fouilles de la maison et malgré le travail des chiens renifleurs, aucun corps n'est jamais retrouvé sur la propriété. Les 2 chiens amenés à la maison de Waterview Drive marquent le même endroit, le hangar situé dans le jardin, mais absolument rien n'est retrouvé. Le capitaine Evans et ses équipes fouillent les environs de la maison, le quartier, les bois, le bord de la rivière, mais rien n'est retrouvé. Les enquêteurs vont tenter d'interroger Jerry plus en détail, mais il reste muet. Il prend un avocat et il refuse de parler. Il refuse aussi de parler à la famille de Suzanne, malgré leurs multiples tentatives de contact. Et jusqu'à ce jour, il tient cette ligne de conduite. Il joue la carpe, pour rester dans le thème de la pêche. Il est la seule personne d'intérêt dans cette affaire. Les preuves circonstancielles s'accumulent et pointent toutes vers lui. Les feux, les traces de sang, les témoignages des voisins, les achats, les recherches, la rénovation, les chiens, et surtout l'impossibilité pour Suzanne et Evan d'avoir disparu volontairement sans laisser de traces. Malheureusement, sans corps, il est impossible de l'accuser sans nombre d'un doute. Apparemment, le sang dans la maison ne suffit pas. 37 jours après les disparitions, Jerry demande le divorce. Il l'obtient quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, il habite à Prattville, il a vendu la maison de Wetumpka et il est à nouveau en couple. Monsieur a une fiancée. Connaît-elle son goût pour les activités nocturnes en compagnie d'autres messieurs? Je me pose la question. À ce jour, aucune accusation n'a été portée contre Jerry, il n'a jamais été arrêté en lien avec les disparitions de Suzanne et Evan. Et depuis leur disparition, il n'y a eu aucune activité sur leur carte de crédit, leur téléphone ou leur compte de réseaux sociaux. Les ordonnances médicales d'Evan n'ont jamais été renouvelées depuis sa disparition. Une personne aussi malade avec un besoin vital de traitement, on ne peut que supposer qu'ils sont morts tous les deux. Suzanne a-t-elle été assassinée pour ne pas qu'elle révèle le terrible secret de Jerry qui, aujourd'hui encore, vit officiellement en hétéro avec une femme. Il redoute peut-être que sa sexualité puisse être révélée, peut-être aussi qu'il craignait que Suzanne demande le divorce, qu'elle lui échappe et qu'elle emporte avec lui peut-être une partie de ses finances. Evan, est-ce qu'il était le témoin à éliminer? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce que Jerry avait peur qu'il pose des questions sur la disparition de sa mère? C'est la raison pour laquelle il a dû l'éliminer, lui aussi. Est-ce que Jerry craignait que Suzanne n'ait parlé à Evan et que donc lui aussi doit disparaître? Je pense qu'il savait pas qu'elle l'avait raconté à Holly, puisque vu qu'il fliquait son téléphone portable, voilà.
Sans les corps et malgré la suspicion d'actes criminels, l'affaire reste ouverte. Chaque année, à l'anniversaire de leur disparition, la communauté de Wetumpka organise une veillée aux chandelles en mémoire de Suzanne et Evan. Et à ce jour, les recherches pour les retrouver se poursuivent. Cette affaire me fait bien sûr penser à celle de Suzanne Powell, disparue en 2009 dans l'Utah. Et cette affaire m'avait tellement fascinée à l'époque que j'en ai fait 2 vidéos. Des rebondissements, tu en veux, tu en auras. Je ne t'en dis pas plus, je t'invite à aller regarder les 2 vidéos sur l'affaire Cox-Powell. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.